Dans cette vidéo, je vais te parler de l'ego dans le monde entrepreneurial, dans le monde de l'immobilier plus particulièrement, et comment ton ego peut te faire perdre gros si tu ne te remets qu'à lui, et pourquoi il est absolument nécessaire que tu investisses sur toi-même, que tu casses cette barrière de l'ego et que tu investisses sur toi-même avant de vouloir tout faire seul. Je vais te montrer tout ça au travers de ce que te coûtent vraiment les erreurs en immobilier, toutes les erreurs que tu peux commettre en te lançant seul et en écoutant justement que ton ego et en refusant soit de te former, soit d'investir sur toi-même, soit de te faire accompagner pour commencer. Et le chiffre va te surprendre, on parle ici d'un peu plus de 130 000 € en moyenne pour l'exemple, sur une seule opération. Je vais te le démontrer euro par euro, étape par étape, et pour ça, je vais te présenter deux cas de figure de investisseurs, un investisseur A, un investisseur B, même bien, même montant, on va partir d'une base de 183 000 €, qui est la moyenne d'un premier investissement immobilier en France. Donc c'est le même point de départ, la seule différence entre les deux, c'est que l'un fait les choses correctement parce qu'il a accepté de mettre son ego de côté et de se faire accompagner, de se former, d'investir sur soi. L'autre va commettre toutes les erreurs possibles, toutes les erreurs que je vois personnellement chez tous ceux qui souhaitent se lancer mais qui veulent tout faire seuls pour une simple question d'ego qui n'a pas sa place ici. À la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ces erreurs, tu ne les vois pas venir, pourquoi elles s'accumulent et pourquoi à la fin, par effet de domino, elles finissent par te coûter une fortune. Commençons donc par la phase d'achat. Premier investisseur, investisseur A, avant même de faire une offre, il a pris le temps d'étudier son marché. Il sait que le bien en question est affiché à un prix supérieur à sa valeur réelle, il connaît les prix en matériel dans le secteur, il a regardé ce qui s'est vendu récemment, il a identifié les défauts du bien qu'il va pouvoir utiliser comme levier de négociation. Résultat, il négocie le bien à 165 000 € contre 183 000 donc. L'investisseur B, lui, a peur de passer à côté de ça. Il dit qu'il négocie trop, que quelqu'un d'autre va lui prendre le bien et qu'il n'arrivera jamais à retrouver une opportunité pareille. Donc, il fait une offre au prix à 183 000 € et dès le départ, on voit qu'il y a 18 000 € d'écart entre la personne qui a négocié et celle qui ne l'a pas fait. Et ces 18 000 € d'écart, l'investisseur B, il va les emprunter en plus, donc il va payer des intérêts dessus sur 20, 22, 25 ans. Et en coût réel, ça représente plus que ça représente environ 25 000 € sur la durée totale du crédit. 25 000 € perdus, simplement parce qu'il n'a pas pris la peine de négocier et écouter son ego à vouloir tout faire tout seul et à vouloir ne pas passer à côté d'une opportunité qui en réalité n'en était pas une. La deuxième erreur concerne tout ce qui est sécurisation et structuration juridique. Et ça, c'est une erreur dont je trouve on parle trop peu, pourtant c'est un critère très important. L'investisseur A sait exactement quelle clause suspensive intégrer dans son offre et dans son compromis de vente. Il sait se protéger en cas de mauvaise surprise sur le financement, sur les diagnostics, sur l'état général du bien. Si quoi que ce soit ne va pas, il peut justement se retirer de la vente sans avoir à débourser un seul euro. Au contraire, l'investisseur B signe ce qu'on lui met sous le nez. Il fait confiance finalement. Il fait confiance à l'agent IMO, au vendeur. Il fait confiance au notaire également, qui est le notaire du vendeur, qui s'occupe de tout. Sauf que c'est une grave erreur. Quand il découvre le problème après la signature de la promesse de vente, c'est déjà trop tard. Il a déjà versé son dépôt de garantie et s'il veut se retirer de la vente, il va devoir les payer. On va être gentil, on va dire qu'il va payer 5% de 183 000 €, ce qui va faire 9 000 €. 9 000 € partis en fumée. Et en plus de ça, vu qu'il s'est retiré du projet, il va devoir repartir sur une seconde opération. Donc il aura en plus de ça perdu du temps. Parlons maintenant du financement, parce que c'est là où beaucoup de personnes perdent énormément d'argent sans même s'en rendre compte, sans même en avoir conscience. C'est quelque chose quand même d'assez grave, perdre de l'argent sans même s'en rendre compte. L'investisseur A a structuré son dossier bancaire en amont. Il a préparé son profil, il a mis plusieurs banques en concurrence de manière stratégique, de manière intelligente. Il a su négocier, emprunter sur la durée la plus longue, sur 25 ans idéalement, pour garder des mensualités basses et maximiser son effet de levier. Il a obtenu un différé également de, disons, 24 mois, ce qui lui a permis de ne pas payer de mensualité pendant la période de travaux et de mise en location et de se dégager un flux de trésorerie dès le départ. Et surtout, il garde son apport, il garde sa trésorerie pour un prochain investissement, pour un prochain projet. L'investisseur B de son côté va voir sa banque historique, celle où il a son compte courant depuis 15 ans, et il prépare absolument rien du tout. Il prend ce qu'on lui propose, il va investir en SCI, on lui dit que la SCI c'est du prêt pro, il prend sur 15 ans, il accepte 15 ans, on lui demande 20% d'apport, il met les 20% d'apport, on parle absolument pas de différé, il n'en demande pas non plus, résultat il sort 36 000 € de sa poche dès le départ. Finalement, ses mensualités sont élevées parce qu'il rembourse sur 15 ans au lieu de 25 et il paye ses mensualités dès le premier mois alors que le bien est en travaux et ne rapporte rien. Donc entre le coût supplémentaire du crédit, l'apport immobilisé et les mensualités payées à vide, on est facilement à 20 000 € de différence entre les deux. Ensuite, on va parler de la phase travaux. Et là, j'arrête pas de le répéter, c'est un poste où les erreurs coûtent extrêmement cher, plusieurs dizaines de milliers d'euros facilement, si on ne s'y prend pas correctement. L'investisseur A fait chiffrer ses travaux avant même d'acheter. Il a demandé plusieurs devis, il a fait venir plusieurs artisans sur les chantiers. Il a vérifié également que les artisans avaient bien une assurance décennale, une assurance à jour. Et il va faire un suivi de chantier. Il va payer en plusieurs fois, il va échelonner les paiements selon l'avancement des travaux. Jamais tout en avance, jamais plus de 30% au départ. Et jamais avoir déboursé le dernier centime avant d'avoir bien vérifié que tous les travaux étaient tels qu'il avait imaginé, étaient aux normes. L'investisseur B va estimer au contraire les travaux au doigt mouillé. Il prend le premier artisan qu'on lui recommande sans aller vérifier quoi que ce soit, sans vérifier justement ce qu'il doit payer au départ. Il va payer 50% à la signature du devis parce que l'artisan lui a dit que c'est comme ça que ça marche et qu'encore une fois, il lui fait confiance, les yeux fermés. Résultat, le chantier prend du retard,
les coûts dépassent les estimations et quand il s'aperçoit que certains travaux sont mal faits, qu'il y a des malfaçons, qu'il veut se retourner contre l'artisan, il ne peut pas parce qu'il découvre à ce moment-là que l'artisan n'avait pas sa décennale à jour, il n'a donc aucun recours, il a un dépassement de budget, il a des malfaçons à reprendre, il a perdu du temps et là on est facilement à 15 000 € de perte et encore je suis largement conservateur sur cette estimation. Une fois le bien prêt, il va falloir évidemment le louer et là encore la différence entre les deux investisseurs est énorme. Le premier investisseur prend le temps de sélectionner son locataire avec soin. Il vérifie les revenus, le taux d'effort, la stabilité professionnelle. Il demande un garant solide si nécessaire. Il appelle également l'ancien propriétaire pour savoir si le locataire payait bien son loyer à temps. Et il souscrit à une assurance loyer impayé pour se protéger ou alors il demande si son locataire est éligible à la garantie visale. L'investisseur B est au contraire pressé de louer. Normal, il paye des mensualités depuis des mois sur un bien vide parce qu'il était en phase de travaux. Alors il va prendre le premier dossier qui se présente pour louer le plus vite possible. Il vérifie pas grand-chose, il n'a pas d'assurance. Il se dit que ça arrive qu'aux autres, que ça représente que 2% du parc locatif. Et justement, ces 2%, il ne le sait pas encore, mais c'est lui. Et au bout de quelques mois, le locataire arrête de payer. L'investisseur B n'a aucune protection. La procédure judiciaire va durer 18 mois. Pendant 18 mois, il ne va pas toucher 1 € de loyer. Il va continuer de payer son crédit. Il va perdre du temps. Il va stresser. Et à 700 € par mois, ça va faire 12 600 € de loyer impayé au total. Ajoutez à ça tous les frais de procédure, environ 2-3 000 €, les dégradations que les locataires vont laisser derrière lui, facilement 5 000 € de remise en état. Au total, près de 20 000 € supplémentaires. Et puisqu'on parle protection, parlons justement des assurances. L'investisseur A pris le temps de choisir une assurance propriétaire non occupant adaptée à son bien et à son mode de location. Il sait par quoi il est couvert, il sait par quoi il n'est pas, et il ajuste tout en conséquence. Au contraire, l'investisseur B a pris l'assurance la moins chère qu'il a trouvée parce qu'il a déjà déboursé beaucoup d'argent et qu'il n'en peut plus de payer à vide. Il n'a même pas lu ce que l'assurance couvrait. Et le jour où il a le moindre sinistre, un dégât des eaux par exemple, il découvre que son assurance ne couvre pas ce type de dommage dans un bien en location. Donc il va devoir payer de sa poche. Et selon le sinistre, ça peut coûter pour un dégât des eaux entre 3 et 8 000 €. Donc on va arrondir aux alentours de 5 000, encore une fois, pour rester raisonnable. Maintenant, on arrive au pire scénario, celui où toutes ces erreurs accumulées vont forcer l'investisseur B à se trouver dans une situation qui est intenable et à devoir revendre. Au contraire, l'investisseur A, lui, a de la trésorerie de côté, il a gardé son apport, il peut encaisser les imprévus sans paniquer, son bien est largement rentable ou au minimum à l'équilibre, il garde, il conserve, il capitalise et il laisse le temps faire son travail et il a peut-être même pu repartir sur une deuxième opération. L'investisseur B n'a plus de trésorerie, entre l'apport qu'il a mis, les travaux qui ont déraillé, les impayés, les mauvaises surprises, il est à sec, il n'a plus les moyens de tenir, il est obligé de revendre et là on arrive vraiment au pire scénario. Sauf que son bien entre-temps a eu des problèmes, les travaux ont mal été faits, les locataires ont dégradé le bien, il a également investi dans une zone parce qu'il a pris le premier bienvenu qui ne s'est pas valorisé, donc il est obligé de brader son prix. Et en plus de ça, comme il n'a jamais vérifié la décennale des artisans, il peut même pas se retourner contre eux pour les malfaçons et donc tout ça c'est pour sa pomme, il vend 15% en dessous du prix du marché. Sur les 183 000 € dès le départ, ça représente 27 000 € de perte. Et il faut ajouter les frais notaires qu'il a payés à l'achat, environ 15 000 € qu'il ne récupérera jamais. L'écart sur cette seule étape, ça représente pas moins de 42 000 €. Alors maintenant, faisons le bilan sur une opération à 183 000 €. L'investisseur B aura perdu 25 000 € en payant trop cher à l'achat, 9 000 € en se faisant piéger sur le compromis, 20 000 € en acceptant un mauvais financement, 15 000 € en perdant le contrôle sur ses travaux, en gérant mal son chantier, 20 000 € à cause d'un mauvais locataire, 5 000 € avec une assurance qui ne couvre absolument rien, et finalement 42 000 € en étant forcé de revendre à perte. Au total, plus de 136 000 € perdus sur une opération à 183 000 €. Je le répète encore une fois, l'investisseur B a perdu l'équivalent de 75% du prix de son bien, de la valeur de son bien en erreur évitable. Et pendant ce temps, l'investisseur A a un bien qui se valorise, qui s'autofinance, qui lui rapporte du cash tous les mois et qui lui permet d'enchaîner sur une deuxième, une troisième, quatrième opération. Même bien, même point de départ, deux trajectoires totalement différentes, totalement opposées. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour toi maintenant? La différence entre ces deux investisseurs, c'est pas l'intelligence, c'est pas la chance, c'est pas le marché, c'est simplement le fait de savoir ce qu'on fait et de savoir ce qu'on fait avant de le faire. Et ça, c'est une question aussi de connaissance, bien évidemment. C'est une question de savoir si oui ou non, quand on doit prendre une décision, on peut y aller tête baissée ou justement il faut faire marche arrière, il faut s'arrêter, il faut prendre un choix, une décision différente. Et pour ça, il faut savoir à un moment donné mettre son ego de côté et faire confiance à quelqu'un qui est déjà passé par ici. Parce que le problème, c'est que toutes ces erreurs, tu ne vas pas les voir venir si tu veux absolument tout faire toi-même et que tu débutes, tu ne sais pas ce que c'est. Et le jour où tu t'en rends compte, c'est souvent déjà trop tard. Alors la question, c'est pas simplement de savoir s'il peut te permettre de t'accompagner, la question c'est de savoir si tu peux te permettre de ne pas l'être et de perdre des dizaines de milliers d'euros de cette façon. Si jamais tu veux aller plus loin, entrer plus dans le détail sur justement comment éviter toutes ces erreurs, comment ne pas perdre d'argent, ne pas perdre de temps et ne pas perdre son énergie mentale et physique dans une première opération. Et si tu veux justement apprendre à acquérir ton premier bien rentable en évitant toutes ces erreurs dans les 100 prochains jours, je t'invite à rejoindre le canal WhatsApp sur lequel je publie du contenu que tu trouveras nulle part ailleurs, du contenu exclusif qui te permet justement d'avoir tous les codes, d'avoir toutes les astuces nécessaires pour pouvoir y arriver. Le lien est en description. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée. On se dit à la prochaine.